Monsieur Kleckner, bonjour. Bonjour, Aujourd'hui, on va parler des sociétés. d'accord, Je voudrais que vous nous expliquiez un peu les différents types de sociétés. d'accord. Alors aujourd'hui, pour exercer une activité professionnelle, on peut soit l'exercer en nom propre, ce qu'on avait vu la dernière fois, mais on peut aussi l'exercer en société. Donc la société, c'est une personne morale qui est détenue par un associé ou un actionnaire. On distingue plusieurs types de sociétés, donc des SARL, sociétés à responsabilité limitée, des sociétés à action simplifiée, SAS, des sociétés anonymes, mais on peut aussi avoir des sociétés civiles immobilières qui détiendront de l'immobilier ou des sociétés civiles. Le choix de la société va être fonction du nombre d'associés, va être fonction aussi de l'activité et va être fonction aussi du capital qui sera nécessaire pour démarrer la société. Alors, la société, elle obéit à des règles à des règles définies qui sont précises. C'est-à-dire que pour pouvoir créer une société, il faut d'abord rédiger des statuts. Les statuts, c'est l'acte de fondement d'une société qui va définir son fonctionnement, qui va définir son objet social, qui va définir son capital, qui va définir ses associés et qui va définir aussi les pouvoirs de gérance de la société. La société doit détenir un capital, donc ce capital, il peut être soit en numéraire, c'est-à-dire c'est de l'argent sonnant et trébuchant qui est apporté par les associés à la création de la société, ou le capital peut être en nature, c'est-à-dire qu'on amène soit des actifs incorporels ou corporels, c'est-à-dire du matériel, et en échange, l'associé qui amène un actif aura en rémunération des parts ou des actions du capital de la société. On peut trouver aussi dans une société des comptes courants. Donc les comptes courants, qu'est-ce que c'est? C'est de l'argent qui est mis à disposition par les associés ou actionnaires sur le compte de la société pour la faire fonctionner. Le compte courant constitue donc une dette de la société envers son associé et le compte courant peut faire l'objet d'une rémunération, c'est-à-dire que la société, entre guillemets, paiera des intérêts à l'associé qui laisse de l'argent à disposition. Alors le compte courant peut faire l'objet d'une rémunération au taux d'intérêt, à un taux d'intérêt libre, sachant que fiscalement il y a quand même un plafond qui est fixé par l'administration tous les ans et qui permet de déduire les intérêts d'emprunt du bénéfice de la société. Alors, comme toute société, la société a une obligation fiscale, c'est-à-dire de déposer des comptes à l'administration fiscale une fois par an. Pour ce faire, elle doit établir une comptabilité, je dirais, qui va obéir aux règles des comptabilités commerciales et qui va recenser l'ensemble des recettes de quelque nature que ce soit, qui va recenser l'ensemble des charges de quelque nature que ce soit et qui, par différence, déterminera un résultat qui soit positif ou qui soit en déficit. Sachant que si ce résultat est positif, la société devra acquitter un impôt, c'est ce qu'on appelle l'impôt sur les sociétés, qui est donc à 15% à hauteur de 38 000 euros. Et pour la partie de bénéfice qui excède 38 000 euros, il est taxé à 33%. Dans l'hypothèse où j'ai un résultat déficitaire, bien entendu, ça veut dire que je n'ai pas d'impôt à payer, mais par contre, ce déficit ne sera pas perdu puisque je pourrai l'imputer sur les bénéfices des années suivantes, ce qui me permettra de réduire mon imposition les années suivantes. Une fois que j'ai constaté un bénéfice, j'ai la possibilité de procéder à ce qu'on appelle des distributions de dividendes. Alors, le dividende est la rémunération de l'actionnaire. Donc, ce dividende est prélevé sur les résultats de l'entreprise chaque année et fait l'objet d'une imposition à l'impôt sur le revenu et à la CSG-CRDS pour chaque associé. Le choix du dividende on n'est pas obligé de distribuer les dividendes, c'est un choix de gestion qui revient à la gestion, à la gérance de la société. Une fois que la société est créée, le dirigeant a plusieurs statuts possibles qui s'offrent à lui pour exercer dans la société. Soit il peut revendiquer un statut de
TNS, c'est-à-dire travailleur non salarié, et il sera assujetti, comme tout entrepreneur individuel, au régime social et fiscal des travailleurs indépendants, c'est-à-dire qu'il sera imposé soit sur le bénéfice de la société qui constitue son revenu, soit sur la rémunération de gérance qu'il décidera de s'octroyer. Il peut par contre opter pour un autre régime, qui est le régime général, c'est-à-dire que là, il sera considéré comme salarié de sa société. La société établira des fiches de paye au président ou au gérant, peu importe, et le salarié, le patron, le président, en fait, se fera une fiche de paye tous les mois sur laquelle seront prélevées l'ensemble des charges sociales salariales et patronales qui seront reversées ensuite aux différents organismes sociaux. Le choix du statut doit être analysé au cas par cas. Il n'y a aujourd'hui pas de solution miracle. Ça dépend vraiment du projet dans lequel on s'oriente. Alors, si on veut terminer, une présentation succincte de la société, c'est de s'intéresser également aux conséquences financières et fiscales en cas de revente des parts de la société. Dans l'hypothèse où je revends des parts, l'administration fiscale va déterminer une plus-value entre le prix de cession des parts et le prix de revient de ces parts. Le prix de revient des parts est égal au montant du capital social constitué à l'origine de la société. Aujourd'hui, des régimes d'atténuation de la fiscalité de cession et de constatation de plus-value existent et qui disent qu'en gros, si je revends mes parts après un délai de 8 ans depuis sa constitution, j'ai le droit de bénéficier d'un abattement de 65% sur la plus-value. Le reste, donc c'est-à-dire 35%, sera imposé à la tranche marginale d'imposition. Et ensuite, on a la CSG-CRDS qui viendra s'appliquer sur la totalité de la plus-value. Donc là, encore une fois, il y a, des stratégies à mener en termes de revente de ces sociétés. Voilà, je ne sais pas si... Pas mal de questions. Donc par rapport à ce que vous venez de dire, vous dites qu'au bout de 8 ans, la personne qui a des parts pendant 8 ans, oui, qui les revend, elle ne sera pas taxée. Elle sera taxée, mais elle aura le droit d'appliquer un abattement de 65% sur la plus-value. Donc, en gros, j'ai créé une société de 10 000 euros, je revends mes parts 100 000, j'ai une plus-value de 90 000 euros, j'aurai le droit à un abattement de 65% sur les 90 000 euros. Donc, le montant net de l'abattement sera soumis à l'impôt sur le revenu de la personne. Plus la CSG-CRDS, bien entendu. Concernant la plus-value d'une société, on parle de moment où quand on parle de la plus-value, c'est l'ensemble des actifs compris dans la société. Oui. Par rapport, parce que parfois il y a ce qu'on appelle le goodwill. Donc je voudrais qu'on exprime un petit peu la différence entre l'achat et la revente et la valeur de la société, parce que parfois ça peut être différent. Quand on parle de plus-value de cession de parts de société, ça sous-entend qu'on a évalué la société. Donc la société, quelle est sa valeur ? La société, pour déterminer la valeur d'une société, il y a plusieurs façons. Une des façons, c'est de déterminer la valeur de ses actifs, de ses créances, qui vont constituer donc du positif, auquel on va venir déduire l'ensemble des dettes de la société. Et la valeur nette, donc c'est la valeur des actifs moins la valeur des passifs, déterminera la valeur des parts de la société. Ça, c'est une méthode. Une autre méthode est d'approcher et de déterminer la valeur de la société en s'intéressant à une approche de flux de trésorerie, c'est-à-dire que la valeur de la société est fonction de la richesse financière qui est créée par la société. Okay. Concernant les différents types de sociétés, on a parlé de charges déductibles. Je veux savoir est-ce que dans toutes les sociétés, les charges sont toujours déductibles ? Ou est-ce que selon le type de société, certaines charges sont déductibles dans certaines sociétés et dans d'autres non ? Alors, toutes les sociétés qui vont être soumises à la réglementation de la comptabilité commerciale, c'est-à-dire toutes les sociétés qui ont une exploitation et une activité professionnelle, ont le droit de déduire l'ensemble des charges avec des charges qu'on va appeler de gestion courante et des charges qu'on va considérer sur plusieurs années que sont les amortissements, liés à la notion d'immobilisation. Par contre, sur les sociétés civiles bénéficient de règles de détermination
et de comptabilité qui peuvent être différentes et qui feront qu'on ne pourra pas déduire comme pour une société commerciale. Alors justement là on va parler un peu de l'option fiscale de la société. Oui, Donc la différence entre l'IR et l'IS, oui. donc l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur la société. Comment on choisit cette option fiscale? Est-ce que dans toutes les sociétés on peut prendre l'option de l'impôt sur le revenu? Est-ce qu'on peut toujours passer de l'impôt sur le revenu à l'impôt sur la société ou de l'impôt sur la société ou à l'impôt sur le revenu? Et voilà, on voudrait un peu comprendre les différents impacts de ça. Alors, quand on crée une société, on choisit toujours son régime fiscal. Si on choisit le régime fiscal de l'impôt sur le revenu, ça veut dire simplement que l'associé sera imposé sur le résultat de la société à son impôt, à sa tranche marginale d'impôt et aux charges sociales. Par contre, on peut très bien choisir d'imposer la société à l'IS, c'est-à-dire que la société va déterminer son bénéfice elle-même et acquittera elle-même son impôt sur les sociétés. Ça veut dire par contre que s'il y a bénéfice, le bénéfice reste dans la société et pour qu'il soit appréhendé par l'associé, il devra faire l'objet d'une distribution de dividendes qui sera fiscalement imposée à l'impôt sur le revenu et à la CSG-CRDS. Alors, idéalement, il arrive que lorsque l'on crée une société, les premières années, on la met à l'impôt sur le revenu pour pouvoir engranger des déficits, ces déficits permettant une optimisation fiscale de l'associé à titre personnel. Et ensuite, quand la société commence à devenir rentable, pour éviter d'avoir une pression fiscale trop forte de l'associé, on bascule la société à l'impôt société. Alors concernant cette option sur l'impôt sur le revenu, est-ce qu'on peut le faire par exemple dans toutes les sociétés? Par exemple dans une SARL, on peut opter pour l'impôt sur le revenu? On peut le faire pour une société civile, on peut le faire pour une SARL, on peut même le faire pour une SASU. On peut opter sur... Est-ce qu'il y a un temps maximum? Quel est le délai maximum? Non, il n'y a pas de règle impartie là-dessus. Par exemple, est-ce qu'on peut mettre une SAS pendant 10 ans à l'impôt sur le revenu? Oui. Je pensais qu'il y avait une limite à 5 ans. Non, on peut le mettre, c'est-à-dire qu'on n'a pas de règle prédéfinie, on peut rester soit l'impôt sur le revenu, soit l'impôt société. Par contre, quand on a fait une option de l'impôt sur le revenu vers l'impôt société, la marche arrière est impossible. On ne peut pas revenir à l'IR. Et pour quelle raison? C'est dans les raisons, c'est pour éviter, à mon avis, c'est que le législateur, à mon avis, veut éviter une optimisation fiscale trop forte. Et donc, c'est tout. Dit, vous changez d'option fiscale, vous conserverez votre option fiscale. Peut-être aussi un rapport avec les choses qui ont été mobilisées? Non, c'est juste dans la détermination, je dirais, du bénéfice taxable. Concernant le déficit. Oui. Donc on a dit que le déficit peut être reporté dans le cas de l'impôt sur le revenu sur le revenu global brut de la personne qui possède des parts de société. Donc est-ce qu'il y a une limite? Est-ce qu'il y a un maximum? Non, on n'a pas de limite. Par exemple sur une SCI, est-ce qu'il y a un... SCI c'est différent. Sur les sociétés professionnelles, il n'y a pas de limite. Sur une SCI, qui sera l'impôt sur le revenu, donc qui consiste en la gestion d'un patrimoine immobilier, le déficit qui est constaté constitue un déficit foncier catégoriel et il peut être repris à hauteur de 10 700 euros ce déficit en imputation sur d'autres revenus. Donc sur le revenu global brut? Oui. La première année? Uniquement sur le déficit foncier qui est issu d'une SCI. Puis sur la déclaration foncière les autres années? Les 10 années suivantes. Ok. Concernant ce déficit, comment ça se passe? Pourquoi on dit qu'une SCI elle est fiscalement transparente? Qu'est-ce que ça veut dire pour... Alors, cette définition de société fiscalement transparente, c'est justement le fait que la société, qui est une personne morale, établit ses comptes, donc ses recettes moins ses charges, et son résultat, en fait, va être taxé sur chaque associé à hauteur de sa quote-part de détention du capital. Donc quand on dit qu'une société est transparente fiscalement, c'est-à-dire qu'elle détermine elle-même son résultat, mais que ce résultat va être taxé au niveau personnel de chaque associé. Alors qu'une société qui n'est pas transparente fiscalement, ça veut dire que son résultat est déterminé dans la société et est taxé au sein de la société, c'est la société qui acquitte l'impôt. Et par exemple, une SCI à l'IS, oui. Est-elle fiscalement transparente? Non. Sur le plan de l'imposition des résultats, non. Puisque c'est la SCI qui paye son impôt.
Donc une SCI à l'IS paie l'impôt sur les sociétés Oui. qui reste dans la société. Et si la SCI veut distribuer les dividendes à ses associés, les associés seront assujettis à l'impôt sur le revenu et à la CSG sur les dividendes qu'ils perçoivent, comme n'importe quel associé. Alors que dans une SCI à l'IR, il n'y a pas de distribution de dividendes. Si, il y a une distribution de dividendes, mais qui n'est pas taxée. Qui n'est pas taxée. Donc la SCI à l'IR fait l'objet d'une déclaration spécifique, qui est la déclaration 2072. Donc, et ensuite, à l'IS, elle établit son compte de résultat fiscal comme une société commerciale. Imaginons que cette société ait fait un chiffre d'affaires de 100, un résultat de 100 et un déficit comptable de 100. Donc il lui reste 100. Donc sa déclaration que vous venez d'énoncer, c'est la 272, c'est ça? La 2072. La 2072, les associés vont toucher 100, ouais. mais ce 100-là ne rentrera pas dans le revenu global brut de la personne, c'est ça? En termes financiers, par contre, ils seront imposés sur le résultat de la SCI à hauteur de leur quote-part sur le bénéfice fiscal. Est-ce que vous pourriez donner des chiffres clairs pour ça? Imaginons que la société elle a fait un résultat de 100, la SCI LIR, ouais. Okay, et qu'elle a un déficit de 100. Alors, je vais faire différemment. On a une SCI qui génère un résultat fiscal de 100. Si elle est imposée en transparence fiscale, c'est-à-dire au niveau des associés, que je suis en présence de 2 associés, à part égale, chaque associé va déclarer dans ses revenus fonciers 50. D'accord? C'est pas pour autant qu'ils auront perçu financièrement en trésorerie les 50 € de bénéfices. Donc ça veut dire qu'ils vont peut-être payer de l'impôt sur leurs 50 alors qu'ils n'ont pas eu les sous. Ça, c'est le principe de l'imposition en transparence fiscale. Maintenant, si ma société est imposée à l'impôt société, ça veut dire que sur les 100, je vais payer un impôt société que là, pour l'exemple, on va déterminer à 33%. La société va payer 33, il restera dans les comptes de la société 67. On est d'accord. Ces 67, ils ne sont pas encore dans la poche des associés. Si je veux que ces associés perçoivent les 67, il faut faire une distribution de dividendes. Si je ne distribue pas les 67 €, ça veut dire qu'il n'y a pas de répercussion fiscale au niveau personnel de chaque associé. Donc, je vais revenir sur ce déficit foncier. Je voudrais juste qu'on parle un peu de la taxation des dividendes. Oui. Comment ça se passe en général? Je sais qu'il y a un abattement, je sais que c'est imposé à la tranche marginale d'impôt. Comment ça se passe? Alors, les dividendes obéissent à la même règle d'imposition. C'est que tout dividende d'une société soumise à l'impôt société est soumis à un abattement de 40% à l'impôt sur le revenu, mais ne bénéficie pas d'abattement à la CSG. Donc, quand un associé perçoit un dividende de 100 d'une société à l'IS, à l'impôt sur le revenu, il sera imposé sur une base de 60, c'est-à-dire 100 moins l'abattement de 40, selon sa tranche marginale d'imposition, plus la CSG CRDS de 15,50 sur les 100 € qu'il perçoit. Donc il y aura 15 plus la tranche marginale d'impôt sur 60. Ok. Donc concernant le déficit foncier d'une société à l'IR, parce que pour moi c'est pas clair, ouais. Désolé. Donc la société, elle a fait 100 de résultats et elle a un déficit reportable de 100. Elle reporte ce déficit sur le résultat. Donc la société, normalement, fait un bénéfice de 0. Fiscalement, je suis d'accord. Fiscalement. Si son déficit de 100 est né des années antérieures. Voilà, c'est ça. Oui. Et donc, il est possible que les personnes qui possèdent cette société, les actionnaires, touchent une partie du bénéfice qui n'a pas été taxé. Oui. Et donc dans ce cas-là, voilà, financièrement, donc dans ce cas-là, est-ce que ça c'est taxé ou non? Non, c'est pas taxé. Pourquoi? Parce que dans une société qui est en transparence fiscale, on impose les quotes-parts de bénéfices ou de déficit en fonction de chaque année, indépendamment des flux de trésorerie. Je voudrais savoir aussi si les règles s'appliquent par exemple sur des biens. Est-ce qu'on peut amortir systématiquement des biens immobiliers dans une SCI? Est-ce que dans une SCI à l'IR, le bien va être amorti? C'est une grande doctrine actuellement en comptabilité de présentation des comptes d'une SCI, c'est faut-il constater un amortissement ou pas de l'immeuble. La règle économique, d'abord il faut distinguer la règle économique de la règle fiscale.
La règle fiscale, quand on est dans une SCI à l'impôt sur le revenu, c'est qu'on ne constate pas, on ne peut pas déduire un amortissement. Ce n'est pas déductible. Contrairement à la société à l'IS où l'amortissement est déductible. Okay. Par contre, si je veux avoir une présentation économique, c'est-à-dire de constater la dépréciation, le vieillissement de mon immeuble, je peux très bien faire une comptabilité en intégrant un amortissement comptable, mais qui ne sera pas repris sur le plan fiscal. Ce qui veut dire que la personne sera taxée oui. Dans le cadre de l'IS. Et sans tenir compte de l'amortissement. Alors que dans l'IS, il aura diminué. Oui, du montant de l'amortissement. Bon, là on a évoqué pas mal de choses. Donc, concernant... On n'a pas parlé des pactes d'associés. J'aurais souhaité parler un peu les pactes des associés, c'est des conventions juridiques entre des associés d'une même société qui vont prendre des engagements de ne pas revendre ou de ne pas céder des parts. Un pacte d'associés, c'est en gros plusieurs associés, je répète, qui vont prendre des engagements pour agir de la même façon au sein de la société. S'il y a un non-respect des pactes d'associés, comment ça se passe ? Alors, les pactes d'associés, ce sont des contrats qui sont enregistrés, qui sont valides, et qui fait que si jamais il y avait des associés qui ne respectent pas leur pacte d'associés, ça pourrait entraîner effectivement des litiges juridiques entre associés. Ça, c'est sur le plan, entre guillemets, sous seing privé entre associés. Par contre, vous avez aussi des conséquences fiscales si, par exemple, on a revendiqué des exonérations fiscales type pacte Dutreil, type ISF exonération, qui font que, en revendiquant ces exonérations fiscales, je m'étais engagé à ne pas céder mes parts. Si à un moment donné, un associé rompt son pacte d'associé, ça peut remettre en cause ses avantages fiscaux. Je voudrais aussi savoir, concernant les amortissements comptables, est-ce que selon le type de société, par exemple une SCI à l'IS et une SAS, oui. L'amortissement d'un actif de type immobilier peut être différent? Alors là, on rentre vraiment dans des choses assez techniques et assez précises. Sans rentrer dans le détail, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, toute société qui est imposée à l'IS doit appliquer une méthode d'amortissement qui va répondre à ce qu'on appelle les actifs par composants, c'est-à-dire la dépréciation, une dépréciation calculée de manière distincte selon la nature du bien, qui fait qu'on aura des durées d'amortissement assez diffuses, mais correspondant vraiment à l'utilisation du bien. C'est assez technique, excusez-moi, c'est pas facile à comprendre. Après, sur certains types de sociétés, effectivement, on peut avoir des amortissements de biens qui n'obéissent pas, ou en tout cas qui vont avoir des règles d'amortissement différentes. Concernant la rémunération, soit en travailleur non salarié, soit en tant que salarié de la société, est-ce qu'au niveau des charges qui se mettent sur la personne, c'est différent? C'est-à-dire, oui. Est-ce que par exemple, on doit avoir payé des charges d'avant dans certains cas, dans d'autres cas non? Est-ce que le pourcentage de charges est plus important selon le type de structure de société? Il faut savoir qu'est-ce qui impacte un petit peu le coût des charges, parce que ça, c'est très important comme question. Oui, alors sur la rémunération, si on a affaire à un gérant qui est non salarié, donc travailleur non salarié, en gros, il va payer 40-45% de charges sociales, donc URSSAF, maladie, retraite, soit sur son bénéfice, soit sur la rémunération qu'il appréhende. Si je suis à l'inverse président ou gérant salarié, c'est-à-dire en régime général, là on va être sur un taux de taxation qui va plus être autour de 60-70%. Alors on pourrait penser que c'est plus intéressant d'être travailleur non salarié. Je dirais là, il n'y a pas de règle établie, si ce n'est qu'il faut quand même prendre en considération que le régime du salariat, c'est-à-dire régime salarié, permet de bénéficier de garanties beaucoup plus intéressantes que le régime du travailleur non salarié.
Et si je veux avoir le même niveau de garantie en non salarié, il faut que j'intègre des contrats de prévoyance complémentaires, ce qu'on appelle les fameux contrats Madelin. Donc ça, c'est pour l'aspect charge. En revanche, sur un aspect de trésorerie, le régime des salariés est beaucoup plus simple puisque chaque fiche de paie donne lieu à l'établissement de cotisations sociales, salariales ou patronales et à un versement programmé soit mensuel, soit trimestriel auprès des organismes sociaux. Alors que si je suis en non salarié, je suis sur un décalage de trésorerie puisque j'ai, en gros, en rythme de croisière, j'ai un décalage d'un an entre le moment où je paye mes cotisations et l'année qui est concernée. C'est-à-dire que je paye toujours en N+1 mes cotisations sur le résultat N. Donc ça nécessite une bonne approche de la gestion de trésorerie. Je voudrais savoir, est-ce que selon la rémunération travailleur non salarié ou salarié, les dividendes versés vont avoir un impact? Elles vont être différentes? Alors sur le régime des salariés, aujourd'hui quand on est salarié et qu'on est actionnaire et qu'on fait une distribution de dividendes, il n'y a pas de cotisation sociale sur les dividendes. Donc ça veut dire qu'on retrouve le système d'imposition, abattement de 40% à l'impôt, plus CSG, CRDS. En revanche, sur les non-salariés, les dividendes qui sont versés par la société sont soumis à cotisation sociale. Alors il y a une limite à ne pas dépasser, mais bon, admettons qu'ils soient soumis à cotisation. Ça veut dire que sur ces dividendes, on va repayer des cotisations sociales à hauteur de 40%. Par contre, si je repaye des cotisations sociales sur mes dividendes, je ne paye plus la CSG-CRDS de 15,50 que je paye sur mes revenus du patrimoine. Donc selon le type de société, SAS ou SRL, est-ce que parfois il est plus intéressant d'être travailleur non salarié ou travailleur salarié? Comment ça se calcule? Est-ce que vous connaissez des tableurs en ligne ou des choses comme ça où on peut faire des évaluations comptables d'impact du flow au niveau comptable? Alors, ce qu'il faut quand même savoir, là c'est que je vais répondre sans répondre, il n'y a pas de règle établie aujourd'hui. C'est-à-dire que chaque cas est différent, chaque cas est unique. Pourquoi? Parce que ça va dépendre de la situation fiscale de la personne, si elle est fortement imposée ou pas. Ça va dépendre du choix du mode de rémunération qu'on va décider. Est-ce qu'on prend un gros salaire ou on ne prend pas un gros salaire? Est-ce qu'on a des besoins de trésorerie qui sont différents? Donc là, il n'y a pas de règle établie. Et encore une fois, je reviens sur cet aspect-là, le choix de la structure juridique, le choix du statut fiscal du dirigeant et le choix du statut social du dirigeant sont, je vais dire, vraiment à étudier au cas par cas. Est-ce que c'est possible, par exemple, de créer une SARL sans être travailleur non salarié? Oui. Et d'être juste salarié. Et donc de ne pas avoir de charges à régler d'avance? Oui. Et à ce moment, on revendique le régime salarié. J'avais déjà entendu dire que quand on crée une SARL, on devait par avance payer les charges sans forcément avoir de... Non, si on est au régime des travailleurs non salariés, oui, on aura des avances de charges à faire. Par contre, dès qu'on est au régime général, on paye sur la fiche de paye qu'on a tous les mois. Et s'il n'y a pas de fiche de paye, on est forcément travailleur non salarié. Oui, tout à fait. Donc dans ce cas-là, on va avoir des charges à payer d'avance. Oui, tout à fait. Donc avec des régularisations en année N+2. Et ça se définit au moment de la réalisation des... Encore une fois, c'est au cas par cas. Je n'ai pas de certitude. Oui, tout à fait. Donc concernant la plus-value, on en a un peu parlé tout à l'heure. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des différences entre dans la plus-value d'une SCI, par exemple, quand on revend un bien qui est à l'IR ou à l'IS? Comment ça se passe pour la personne qui revend ça à la taxation quand on est à l'IR et à l'IS? Alors, sur les plus-values, si je reviens sur les plus-values de titres de société, c'est abattement de 65% quand j'ai une durée de détention de plus de 8 ans, imposition à l'impôt sur le revenu et à la CSG-CRDS à plein pot. Maintenant, si je suis en société civile immobilière à l'impôt sur le revenu, je dépends de la fiscalité de cession des plus-values immobilières des personnes physiques, c'est-à-dire que je revende le bien immobilier ou les parts de la SCI, je bénéficierai d'un abattement de 100% dès lors que j'aurai une durée de détention de 22 ans pour l'impôt sur le revenu et de 30 ans pour la CSG-CRDS, c'est-à-dire les 15,50. Sachant que l'impôt
sur le revenu sur les plus-values immobilières est de 19%. Donc, pour résumer, quand on a une SCI à l'IR et qu'on garde le bien moins de 10 ans et qu'on fait une plus-value, on va être taxé sur 30% de la plus-value, c'est ça? Non, c'est-à-dire qu'on aura un petit abattement entre la 5e et la 10e année, d'accord? Et on sera imposé à 19% à l'impôt sur le revenu, et ensuite on aura un 19%? oui, c'est ce que je disais, et ensuite on aura un tout petit abattement de CSG et CRDS, donc on repaiera 15,50. Donc 35% Oui. de taxation. Par contre, si je vends un bien pour se faire simple à 30 ans, là j'ai une exonération totale d'impôts et de CSG. Alors, est-ce que c'est 30 ans pour... C'est-à-dire que la société a possédé 30 ans le bien, ou est-ce que Oui. si la société a été à 30 ans et elle a fait L'un ou l'excès? l'autre. C'est-à-dire c'est possible qu'on a une société qui dure 30 ans, et elle achète un bien 2 ans, qu'elle le revende, et là elle se fait exonérer complètement Si elle vend les parts sociales de la SCI. si elle vend. Mais par contre, pas si elle vend le bien. Oui, si elle vend le bien, il n'y aura pas d'abattement, puisque je n'aurai pas le délai de 5 ans. Ok. Et donc il peut y avoir une différence de taxation entre la cession des parts Oui, en et la fonction cession. de la durée de détention. Et donc, en cas de revente en société, l'argent n'arrive pas sur le compte de la personne, elle arrive sur le compte de la société dans le cadre de revente du bien, puis ensuite elle est taxée à la tranche marginale. Non. C'est-à-dire que c'est la taxation de la plus-value sur la vente de l'immeuble, elle va se faire chez le notaire. S'il y a fiscalité, lui, il va prélever à la source sur le prix de cession la fiscalité. L'argent est reversé sur le compte de la SCI et il est distribué sans impôt aux associés. Pourquoi? Parce que depuis l'origine de la création de la société, chaque année, l'associé a fait l'objet d'une imposition sur ses revenus. Donc on ne repaye pas la sortie. Donc ça c'est uniquement au bout d'un certain nombre d'années, Au bout des 30 ans, par au bout des exemple. 30 ans. Ouais. Mais s'il y a moins de 30 ans, le revenu va sur le compte de la société, et ensuite s'il doit Non, il n'y a jamais d'imposition sur les flux, les revenus de trésorerie liés à la vente d'un immeuble. Pourquoi? Parce que la fiscalité, elle a été appréhendée au niveau de la cession de l'immeuble par les notaires. Et dans le cas d'une société à l'IS, c'est pareil. Non, dans le cas d'une société à l'IS, effectivement, là, il y aura fiscalité du dividende en fonction du montant qui revient à chaque associé. Donc ça veut dire que quand on est à l'IR, il n'y a jamais de fiscalité quand on sort l'argent du compte professionnel de la SCI, alors que quand on est à l'IS, là il va y avoir une fiscalité chez le notaire. Il y a une double fiscalité. Plus Il y a une impôt société plus fiscalité. Ok. Quel est donc l'avantage de l'IR? Ça veut dire de diminuer sa taxation chaque année en bénéficiant des immobilisations comptables du bien. Ouais, après ça dépend. C'est-à-dire qu'à l'impôt sur le revenu, normalement, je vais être taxé plus fort qu'à l'impôt société. Puisque l'impôt société, c'est la société qui paye son impôt. Donc je n'ai pas d'effort, moi, de trésorerie à faire pour payer des impôts. Mais Okay. encore une fois, là, les règles sont pas établies. Il faut vraiment faire au cas par cas. Normalement, on s'arrange pour que l'immobilisation elle corresponde à la durée d'emprunt, pour qu'on ait à peu près. Oui, en principe. Alors c'est pareil, là, les règles ne sont pas forcément établies. Donc, je pense qu'on a parlé de pas mal de choses et que je vous remercie, c'était vraiment très intéressant. De rien. Et que à la prochaine pour. D'accord.